Pas de mal à votre planète. Salut les terriens, salut les terriens. Bienvenue dans SLT Summer 2014, votre tour de l'été. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Béatrice Bourges. Béatrice Bourges, bonsoir. Vous êtes la fondatrice de la Manif pour tous et porte-parole du Printemps français. Pas étonnant que vous soyez ce soir notre héros de l'actu de l'année. Béatrice Bourges, la nouvelle bébé. Delphine Batho. Delphine Batho, bonsoir. Vous êtes députée PS des Deux-Sèvres. Delphine Batho. Alors pour vous, ce soir, le créateur de la chanson, Éric Morena, sera avec nous en P3, spécial dédicace. Guédré, bonsoir. Alors, Guédré, dans la catégorie filles perchées mais drôles, qui chantent des trucs horribles en étant très jolies, vous êtes la révélation de l'année. Ah bon? Rassurez-vous, Béatrice, c'est pas une fémène, c'est pire. Et celui qui revient tous les étés, comme le Tour de France, les moustiques et les maladies vénériennes, Benjamin Castaldi, qui est aux manettes de Secret Story. Ça y est, tout est prêt? Tout est prêt. Les candidats, les caméras. La pénicilline pour les maladies vénériennes. Voilà, et les prothèses mammaires sont gonflées au maximum. C'est la base. Bien sûr, Bien absolument. évidemment. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, dans la série Que sont-ils devenus? Éric Morena. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, Summer 2014, et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors on commence avec notre héros de l'actu de l'année ce soir, Béatrice Bourges. Béatrice Bourges, rebonsoir. Donc vous êtes notre héros de l'actu de l'année en tant que fondatrice de la Manif pour tous et du Printemps français. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Alors, le Printemps français, c'est un mouvement dissident de la Manif pour tous qui est né le 24 mars 2013, quand, contrairement à la position de Brigitte Bardot, vous avez soutenu des manifestants qui bravaient l'interdit préfectoral de défiler sur les Champs-Élysées. Brigitte Bardot était trop bisounours pour vous? En fait, face au mépris du gouvernement, certaines personnes se sont dit il faut quand même qu'on arrive à se faire entendre d'une façon ou d'une autre. Donc, ce n'était pas bisounours, en fait. Ce n'était pas contre du tout, mais c'était plutôt pour dire au gouvernement mais écoutez, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire entendre? C'est une volonté d'aller plus loin, finalement, que la Manif c'est pour une tous. volonté Oui. d'arriver à se faire entendre. Si on avait été entendu, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin. Ce n'était pas par plaisir, en fait. Je vous sens prête à bondir, là. En fait, c'est un groupuscule, le Printemps français, qui n'a même pas de base légale, qui vise à fédérer les mouvements d'extrême droite les plus durs. La manifestation dont vous venez de parler, je crois que c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que dans les rues de Paris Le 24 mars sont chantés des slogans antisémites, homophobes, racistes, ouvertement. Vous m'avez entendu dire des propos antisémites? Dans ce que vous avez organisé, Non, votre vous m'avez mouvement, les gens entendu, que vous moi. rassemblez. Il n'y a même Alors, pas de base figurez-vous- légale à votre organisation. Figurez-vous, et bien justement, et alors? Vous représentez que vous-même, voilà, tout simplement. Donc je ne vais pas perdre mon temps à débattre avec vous. C'est un écoutez, groupuscule. Madame Delphine Batho ne perd pas son temps à débattre avec moi, donc voilà. Voilà, exactement. Bien. Alors, le Printemps français fonctionne désormais comme un label pour des opérations coup de poing. Il y a eu la dégradation de l'espace LGBT au Marais. Collage sauvage. C'est ça d'ailleurs, si vous regardez les photos, Ouais. c'est collage sauvage. Ça a été traduit en vandalisme ou je ne sais pas quoi. Ouais. C'était un collage sauvage. Enfin, essayons d'être objectifs dans le Très débat. bien. Alors, Voilà. il y a eu le réveil de Chantal Joanneau à l'aube, en bas de chez elle, Avec parce du qu'elle était croissant. pour la loi Taubira. Voilà, avec des croissants. Oui. Oui, C'est pas- c'était c'est un pas- réveil, c'était un petit déjeuner. C'est des méthodes d'extrême droite.
d'aller au domicile d'élus de la République pour les mettre en cause. C'est des méthodes d'extrême droite, madame. C'est pas au domicile, c'est sur le trottoir. Ça fait partie de l'objectivité Bien. et de la vérité. Et il y a eu le rassemblement devant le siège du Grand Orient de France. Vous pensez que les francs-maçons sont derrière tout ça? Oui, il y a aussi le Grand Orient derrière tout ça, bien sûr. Alors, pour dénoncer ce que vous appelez un déni de démocratie, vous décidez de faire une grève de la faim jusqu'à ce que François Hollande s'en aille. Non. Vous ne pouviez pas attendre 3 ans comme tout le monde? Finalement, j'étais un peu dans... c'est désuet, mais ça m'est égal, hein, j'assume tout à fait. Le fait de faire un sacrifice pour mon pays et de le montrer. Et de montrer qu'autrefois, quand nos soldats partaient à la guerre, parce qu'ils pensaient que leur pays était en danger, ils ne se posaient pas la question de savoir s'ils avaient faim ou s'ils avaient froid, ils y allaient. Non, mais, Béatrice, bon, j'imagine François Hollande en train de dire j'ai été élu démocratiquement, mais comme Béatrice Bourge a perdu 2 kilos, je vais partir. Non, franchement. J'en ai perdu 4, je les ai repris. 4 kilos. Ah ouais. Bah, oui. Mais pour le pacte de stabilité, vous avez fait comme vous avez sauté un repas, non? On passe au bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Fais le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Alors, le bilan. Le côté positif, Béatrice Bourge, c'est que vous êtes entrée dans la lumière, quand même. Là, maintenant, on vous connaît, on vous invite à la télévision. C'est pas un côté positif pour moi. Hein. Ah si, c'est bien pour vos non, idées, mais en tous les cas. Pour vous, oui, mais pas pour moi. Oui. Entrer dans la lumière, c'est exactement l'opposé de ce que j'aime. On passe au négatif pour vous. La loi sur le mariage pour tous est passée. Eh ben oui, elle est passée. Parce que négatif, c'est que vous n'êtes pas arrivé à l'empêcher, quoi. Oui, mais bon, c'était tellement idéologique. Ce pauvre François Hollande, il avait que ça à proposer aux Français. Je pense que d'ailleurs, en réalité, ça ne lui a pas porté chance. Hein. Je pense que les résultats des élections sont là pour le prouver. Ça ne lui a pas porté chance. Ceci étant, Béatrice Bourge, il y a 1 an que le texte est passé. Vous êtes croyante? Et je suis non seulement je suis croyante, je suis fière de l'être et je suis chrétienne. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de colère de Dieu qui s'est abattue pour nous. J'imagine que c'est une question de jour, mais pour le moment, on n'a rien eu. Bon, écoutez, si vous dites que c'est une question de jour, je ne peux que vous rejoindre. Oui. Non, mais c'est Dieu qui a inventé les PD, quand même. C'est Dieu qui a inventé les PD. Non, mais... Il n'a pas inventé... Excusez-moi. Dieu a créé Il n'a pas inventé ni les PD, ni les homos, ni les hétéros, ni les... Il a inventé l'homme et la femme. Et donc, l'orientation. Il a pris la côtelette de l'homme pour en faire quelque chose. Il a pris la côtelette de l'homme pour en faire la femme. Très bien, Benjamin. Et voilà. Autre point négatif du bilan de l'année, pour vous, en tous les cas, Béatrice Bourge, Conchita Wurst a gagné l'Eurovision. Ouais. From the fading light of life, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance. Franchement, en quoi est-ce dérangeant? Ce qui me dérange, c'est qu'on joue comme ça avec la nature humaine. Je crois qu'un jour, ça va nous revenir en boomerang. Bien, en tous les cas, vous êtes bienvenue parmi nous. Merci. Et alors, je vais vous dire simplement, si vous avez l'impression autour de vous, comme ça, qu'il y a beaucoup de PD, beaucoup de drogués, vous étonnez pas, vous êtes à la télé. Guédré, rebonsoir. Alors, rappelons que vous appelez Guédré Barros-Kaïté, vous avez 28 ans, vous êtes originaire de Lituanie, et vous chantez des choses politiquement incorrectes comme « La vie c'est de la merde »,« L'amour à l'envers »,« Pisser debout », toutes des putes. On regarde à quoi ça ressemble. Les filles qui naissent toutes nues, c'est trop des putes. Les filles qui montent leur sein à leur bébé quand elles les allaitent, c'est trop des putes. Les filles qui enlèvent leur culotte devant leur gynéco, c'est trop des putes. Les filles qui sont à poil dans leur douche, c'est trop des putes. Voilà, Guédré, toutes des putes. Alors, il y a quand même un thème que vous n'avez jamais abordé dans vos chansons, c'est l'amour justement entre un homme et une femme. C'est limite pour vous, ça, c'est trop hard. Ah, oh si, je l'aborde, mais peut-être un autre amour que celui dont on parle. Ouais. Alors, vous dites, je me sens pas concerné par la question du genre et du sexe. Aujourd'hui, on a chacune la possibilité de choisir la vie qu'on veut. Bah, moi, je me suis jamais positionnée en tant que femme dans ce monde, en fait. J'essaie juste
de vivre comme je trouve que c'est intéressant. Non, mais vous êtes bien une femme. Oui, j'ai un clitoris, un vagin, je suis une femme Donc vous êtes une biologique. femme, voilà. Est-ce que vous pourriez éviter de faire comme si on était d'accord et qu'on partageait les mêmes idées? Je suis un peu, comment dire, mal à l'aise avec le mépris vis-à-vis de moi. Voilà, c'est tout. Non, c'est Donc, je peux encore une fois, l'exprimer, c'est pas je vous, peux. je ne vous connais pas, c'est simplement des idées que je n'arrive pas à comprendre ce combat-là. Bien alors, C'est le- Guédré, le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Fais le bilan, calmement. Alors, cette année, c'est celle de la révélation. Vous avez sorti votre 6e album, qui s'appelle Mon premier album avec d'autres instruments que juste la guitare. Vous avez rempli l'Olympia, vous avez 120 000 fans sur Facebook, et en plus, vous n'avez attrapé aucune maladie sexuellement transmissible. C'est vraiment cool. C'est plutôt une vanne que vous auriez dû faire, mais bon, je vous la fais. Alors, gros succès également pour votre signe de ralliement, qui fait chaque jour de nouveaux adeptes. C'est un petit signe qui veut dire anus, quoi. C'est la manière de dire bonjour en Lituanie, ça. Hein, alors, en fait, c'est une réaction à tous les chanteurs qui font des chœurs comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Faites voir votre signe, là. Ah, c'est plus simple, hein, quand même. Hein, ouais. Bah oui, c'est plus simple, on peut le faire en n'ayant qu'un bras, enfin c'est plus, comment dire, je trouve ça, c'est vrai, et puis c'est plus tolérant par rapport à tous les autres organes qui n'ont Oui. jamais leur place dans les spectacles et l'audiovisuel, etc. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas vous confondre avec Nolwenn Leroy, vous. Hein, ne serait-ce qu'à cause de votre anus. Oui. Tu sais que Guédré est en tournante dans toute la France. C'est une bonne nouvelle. Bon, Guédré, vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview Pire Express. Le pire cadeau qu'un homme vous ait fait. Alors, ce n'était pas un homme de ma vie, mais un jour, après un concert, un fan m'a offert une tête de coq dans un petit bocal de formol. Ah, Voilà. le pire compliment qu'un homme vous ait fait. Tu es quand même beaucoup moins conne que ce que tu as l'air, que ce dont tu as l'air. C'est sympa. La pire expérience sexuelle de votre vie. Ça a vraiment duré trop peu de temps pour que je puisse vous en dire quelque chose. Le pire endroit où vous ayez fait l'amour. Je pense que c'était dans les cuisines d'un traiteur chinois. Le pire défaut que vous êtes obligé de cacher aux hommes. C'est vrai que j'attends un peu avant d'avouer ma grande admiration pour la compagnie créole. Je cache ça au début. Le pire moment de votre vie. Peut-être quand j'ai su que en fait, les nuages, c'était juste de la condensation d'eau. Ah oui. Ça vous a... Ouais, toute la magie a disparu. Le pire moyen d'aborder un mec. Lui dire le prix. Ouais. Benjamin Castaldi, rebonsoir. Alors vous le savez, dans SLT Summer, nous faisons le bilan de la saison des invités. Le temps passé, beaucoup Le bilan, de choses le ont bilan. changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Fais le bilan, calmement. Alors on commence par le bilan meuf. Entre les filles qui rêvent de faire Secret Story et celles qui rêvent de vivre à Los Angeles avec vous, Ouais. il doit y avoir du monde quand même, non? Non, j'ai qu'une femme. Bilan positif. Très positive. Alors, sur le plan professionnel, c'est parfait. Vous Pas avez mal. re-signé pour la 8e saison de Secret Story. Je rappelle le principe de Secret Story. C'est des filles avec des gros seins qui s'engueulent avec des gays. En c'est- gros, quoi. Non, le principe, c'est de trouver les secrets de tes petits camarades. Il y a les secrets, oui. Alors, je vais interdire le secret, je suis con comme une chef parce que c'était trop facile. Non, Ouais, non, celui-là, on Je l'a pas suis pris. là, bah oui. Non, mais c'est que c'est pas un secret. c'est pas un secret. On dit que cette année, à la fin de l'émission, Ouais. tous les candidats seront vendus à un cirque, c'est vrai. Et puis à la voix, en fait. C'était le plus important, c'est la voix. D'ailleurs, sûr. vous n'êtes là qu'une fois par semaine Oui. désormais, et tous les jours, c'est la voix. Alors on dit que la voix, c'est Lionel Jospin, c'est vrai. C'est la seule.
La seule chose que la voix n'arrive pas à faire aux candidats, c'est leur faire lire un livre. Hein. Ça, c'est... Vous savez que dans la Bible de Big Brother, les livres sont interdits. Ah hein. ouais. Il n'y a pas le droit d'apporter des Non. livre sur le Bah plateau. non, parce que s'il y en avait des gens qui passeraient leur journée à lire, c'est pas très intéressant. Bien entendu. Ça en dit long sur la télé-réalité. Elle n'est pas là pour ça en même temps. Hein. Si Darwin avait raison, il n'y aurait pas de télé-réalité, en fait. Je ne sais pas. Alors, toujours dans le côté positif du bilan, donc, il y a une émission avec TF1 qui s'appelle And the Winner Is. Yes. C'est un mélange entre un jeu et un concours de chant. Ce sont des candidats qui viennent chanter, non pas parce qu'ils veulent devenir célèbres ou parce qu'ils veulent être chanteurs, juste pour essayer de réaliser un rêve ou gagner un peu d'argent Ah, ouais. pour faire plaisir. Alors, il y a aussi la 2e saison de Tahiti Quest. Ouais. Pour Gulli, ça a très très bien marché. Très Mais bien incroyable, marché. vous êtes pratiquement au million sur Ouais. Gulli. C'est une Incroyable. toute petite Ouais. chaîne. C'était- C'est une bébé chaîne. C'est une bébé chaîne, c'est une chaîne d'enfants, mais le programme a séduit. Moi, en plus, c'est un bonheur d'être tourné à Tahiti. Ouais. On joint l'utile à l'agréable. Et puis votre site de coaching marche très très bien. On regarde d'ailleurs. Avant, vous étiez bien. Ouais. Après, vous êtes un peu maigre. mais Ouais. bon. Ah, non, je préfère après quand même. Ouais. Ouais. Non, ça marche votre truc alors. Non, c'est vraiment un site qu'on a fait pour ceux qui n'ont pas beaucoup fait de sport dans leur vie et ceux Ouais. qui ont toujours fait des régimes à la con qui ne marchent jamais. Ouais. Donc, et Dieu seul sait qu'il y en a sur le marché. Oui. Et celui-là apprend simplement à manger correctement et dans le bon sens, c'est tout. Ce qui est bien avec vous, Benjamin, c'est que finalement, à la télé, on perd des neurones. Ouais. Et avec votre site, Et on perd des du kilos. poids. Exactement. C'est quand même, ça. C'est ça. Parce que après, on a une trop grosse tête avec un petit corps. Donc là, il faut rééquilibrer. Bon, maintenant, on passe au côté négatif. Négatif. Ah oui, négatif. Alors, il y a qu'un truc de négatif. C'est quoi C'est que vous n'avez toujours pas vendu votre jeu aux États-Unis. Hein. Je ne dirais pas ça. Ça se passe bien aux États-Unis? Très bien. C'est bien les États-Unis. Hein. Ah, j'adore. Tout le monde peut faire fortune, mais tout le monde peut se ruiner aussi pour une opération de l'appendicite. C'est ça. Encore que maintenant, il y a Obamacare. Ah, Donc, donc maintenant, même si on est pauvre, on peut être soigné. on meurt moins devant l'hôpital. Ah, ça progresse, les États-Unis. Alors, Benji, on va voir si vous connaissez votre métier. Bien sûr. On va faire une interview dit, pas dit. Dis pas. Alors, ce sont des phrases prononcées par des candidats de la télé-réalité. Tout le monde Ah peut là là. jouer. Benjamin, c'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des limaces. Dis. John David, Secret Story Bien 2, sûr. c'est Ah, chez vous. C'est chez moi. Je suis revendique. têtu comme une moule. Ah oui, ça c'est bien possible. Daniela, Ouais. Secret Non, Story c'est à cause 3. de l'accent portugais. Ah, Ça fait comme une moule. Comme une moule. Comme une moule. Ah oui, c'est normal. Comme une moule. Ouais. Mes cheveux, j'aimerais qu'ils soient tout raides comme ceux des oiseaux. Ah, mais c'est trop joli. Soit c'est vrai, soit c'est faux, attention. Celui-là, il est trop poétique pour être vrai. Bah, il est vrai, c'est Kamel, Ah. dans Love Story 2. Ouais. J'ai été pompeuse d'essence. Bon, ça c'est bien possible. Ouais. Ouais. C'est Angela dans Love Story 2, toujours. Ouais. Ouais. Comme disait Kant, il est du mérite comme de l'innocence. Il se perd dès qu'on s'en repaît. Non, ça non. Non. On est bien On est bien d'accord. d'accord. Tu les emmerdes avec un grand A. tas. Ah oui, ouais. Un grand classique. Un Ça, grand c'est classique. vrai. Inoubliable. celui-là. C'est vrai. Ah oui, bien sûr. C'est David dans Love Story Ouais. 2. Alors, il a eu la bonne réponse tout de suite, ça m'étonne pas de lui. Il a beaucoup de culturisme. C'est pas Alessandra Sublet, Là, c'est bien possible. c'est Alice dans Secret Story 2. C'est Toujours. encore Ah, vous. C'était une grande cuvée. Hein. C'est plus compliqué de voir que d'un œil quand on a l'habitude de voir des deux. Bon, ça a été dit. Oui, bien sûr. C'est utile, les agriculteurs. C'est avec leur lait qu'on fait du pain. Non. Si, Ah oui. Sandra, Love Story 2. Oh là. C'est dur d'être filmé 7 jours sur 24. Heider, Secret Story 2. Et la dernière, Amélie va un peu loin. C'est une fille qui n'a pas sa langue dans la bouche. C'est bien. Et maintenant, eh oui. Alors, Delphine Bateau, bonsoir. Alors, Delphine, il y a un an, vous étiez virée du gouvernement pour avoir critiqué le montant de votre budget au ministère de l'écologie.
finalement, ça vaut mieux que d'avoir été viré lors du dernier remaniement pour faire de la place à Ségolène Royal. C'est plus chic. Moi, j'ai été virée pour un désaccord. Voilà. Voilà. Alors, recycler Ségolène Royal, c'est une bonne idée. C'est la première mesure vraiment écologique de François Hollande. En tous les cas, vous avez du mérite parce que c'est pas facile de se faire virer par Hollande. Regardez, Taubira est toujours là, Montebourg est toujours là. En même temps, Hollande, il n'a pas trop envie de se disputer avec Elsa Silberstein, je pense. En tous les cas, il vous a viré. Le soir où il a viré Delphine, il est très remonté. Hein. Il a jeté sa canette vide de Coca Zéro dans la mauvaise poubelle. Hein. Faut pas le faire chier, Hollande. Hein. Faut pas l'emmerder. Hein. C'est super remonté, il s'est couché à minuit. Oh là! Il était énervé. En même temps, votre éviction a servi d'exemple. Il n'y a pas eu de couac pendant 2 jours. C'est bien. vrai. C'est vrai, hein? C'est-à-dire, si l'idée c'était de démontrer une autorité c'était raté. Oui. Mais c'est un indice du fait qu'il y avait d'autres problèmes de fond Peut-être. derrière cette décision. Oui. Et après vous, il y a eu M. Martin. Vous vous souvenez de M. Martin? Oui, bien sûr. Formidable, M. Martin. Vous avez l'air de le trouver très sympa, M. Martin. C'est une exigence, l'écologie, parce que c'est l'horizon de notre jeunesse. Et nous devons faire preuve, les uns et les autres, de conviction pour que cet horizon nouveau soit partagé par le plus grand nombre. Vous n'avez pas l'air... Mais le problème sur l'écologie, c'est pas les discours, Ouais. c'est les actes, c'est les Ouais. décisions qui sont prises. Donc, quand on baisse le budget de 7% ou quand on recule sur des dossiers où ça remet en cause un certain nombre d'intérêts industriels, par exemple, après, on peut faire tous les beaux discours qu'on veut, il y a quand même un problème. Alors après M. Martin, il y a eu Ségolène. Ce qui prouve quand même que François Hollande a entendu le message des Français, qui était « Retrouve Ségolène Royal ». Non? Elle est super, Ségolène. La première chose qu'elle a fait en arrivant pour lutter contre le réchauffement climatique, elle a ouvert tous les frigidaires. C'est pas con. C'est pas con. J'y avais pas pensé, vous? Non. Bon, Delphine, on passe au bilan? Ouais. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Alors, ça fait quoi de se retrouver député des Deux-Sèvres? Je me fais vraiment une autre idée de ce que c'est que de représenter les citoyens dans une république. J'étais très fière d'avoir été élue dans les Deux-Sèvres au premier tour, en 2012, et donc c'est une tâche qui me passionne. Et donc ça, je l'ai vraiment bien vécu. Donc là, vous êtes revenu à la base, là. Ouais, exact. Ouais. Mais j'ai jamais perdu le contact avec Non. le terrain. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu le courage de dire un certain nombre de choses. C'est au manque pas le Conseil des ministres. Quand Non. Montebourg s'habillait en marin, c'était marrant. Pour moi, être ministre, c'est pas une fin en soi. Vous voyez, c'est un moyen pour accomplir des choses. Donc, j'ai jamais été fascinée par les ordres de la République. Le mercredi matin, vous n'avez pas un pincement au cœur, quoi? Non, pas du tout. Non, oui, ça m'étonne pas. Alors, toujours le bilan. Cette année, il y a eu un changement de Premier ministre, un changement de Première Dame. Lequel vous avez préféré? Moi, j'ai beaucoup milité pour le changement de Premier ministre. Ah ouais. Voilà. Et pourtant, vous vous abstenez quand il propose son plan. J'ai voté la confiance au nouveau gouvernement parce que si les choses pouvaient aller mieux, voilà. Après, le contenu du plan qui est proposé, effectivement, j'ai des désaccords, notamment en ce qui concerne les moyens consacrés à l'écologie, à la transition énergétique. Moi, je pense qu'un des manques actuels, c'est l'absence de politique de long terme, de vision d'avenir qui puisse emmener le pays vers une espérance. Ce qui m'inquiète, c'est la marche au pouvoir de l'extrême droite dans notre pays. C'est vrai qu'Hollande, il voulait rassurer les Français. Pour le moment, les seuls qu'il a rassurés, c'est les électeurs du Front National. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est l'historien et spécialiste des relations internationales Alexandre Adler que nous retrouverons sur le plateau après le Magnéto. Ce soir, dans notre série Les nouveaux maîtres du monde, Vladimir Poutine. Depuis un an, Vladimir Poutine est devenu l'homme le plus puissant de la planète. Premier round, Poutine défie Obama en offrant l'asile politique à Edward Snowden. Deuxième round, Poutine fait plier Obama au bras de fer en empêchant l'intervention militaire en Syrie. Troisième round, Poutine s'empare de la Crimée et l'emporte par chaos. Faut dire que Poutine est un pro des arts martiaux. Dans sa bio, il se décrit comme un enfant bagarreur qui s'était inscrit au judo pour pouvoir mettre des raclés à des gars plus costauds que lui. Depuis, il n'a pas changé.
Voilà bientôt 15 ans qu'il est au pouvoir en Russie, et tous ceux qui lui ont tenu tête, il les a chopés par le kimono pour les foutre par terre. Voilà comment il luttait contre l'insécurité quand il était maire adjoint de Saint-Pétersbourg. Если преступники обнаглели до того, что подняли руку у нас, на каждого убитого сотрудника 10 должно быть преступников положено. Quelques années plus tard, c'est la même méthode qu'il emploiera à grande échelle en Tchétchénie. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы... L'armée russe a tué près de 20% de la population de ce pays, comme si 12 millions de Français étaient morts sous les bombes. Après la chute du communisme, les milliardaires ont cru que leur argent ferait la loi en Russie. Résultat, Khodorkovsky a passé 10 ans dans un camp, Berezovsky s'est suicidé en exil à Londres, et depuis, les autres se tiennent à carreau. Quant aux médias et à l'opposition, ils savent à quoi s'en tenir. La journaliste Anna Politkovskaya a été assassinée le jour de l'anniversaire de Poutine, comme si ce meurtre était un cadeau. Quant à l'opposant Litvinenko, il a été tué par un poison radioactif alors qu'il se planquait à Londres. En Russie, Poutine a mis tout le monde KO. Maintenant, c'est sur le ring international qu'il poursuit son combat. Côté offensif, il bouscule les Américains au Proche-Orient et marche sur les pieds de l'Union européenne en Ukraine. Côté défensif, il s'allie avec les Chinois qui viennent de signer un contrat de 400 milliards de dollars pour acheter du gaz russe. Désormais, Poutine est sur le ring et attention, la Grande Russie est de retour. Alors, qui veut l'affronter? En tout cas, pas les petits Français. Le 7 octobre prochain, Poutine aura 62 ans et la France compte lui offrir 2 jolis porte-hélicoptères tout neufs. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alexandre Adler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des relations internationales. Bienvenue parmi nous. Alors d'abord, Poutine, d'où sort-il? Il est né en 1952 à Leningrad, parents issus d'un milieu ouvrier qui ont survécu 900 jours au siège de Leningrad. Ça forme le caractère. Oui, mais c'est là où les mystères commencent. Pas de photo de Poutine avant l'âge de 8 ans. Et puis, la maman de Poutine, qui avait déjà 43 ans quand elle a accouché, était réputée un peu incapable d'avoir des enfants, notamment en 1945, parce qu'elle avait vécu pratiquement affamée, comme tellement de gens dans cette ville. Quant au père, il était grièvement blessé, c'est comme ça qu'il a eu un emploi réservé. Ouais. Mais il avait été un sous-officier très courageux du KGB, des forces spéciales. C'est sans doute un orphelin qui aurait été adopté par ses parents. Je pense. Et je pense en tout cas que quand les parents l'ont adopté, déjà à ce moment-là, un certain nombre de personnalités importantes du KGB, comme Andropov, étaient là comme des bons oncles à s'occuper de lui. De sorte qu'à 11 ans, 12 ans, il racontait déjà à ses copains de classe qu'il n'est pas courant, qu'il avait une admiration totale pour le KGB. Ensuite, il aimait le KGB dès son plus jeune âge. Voilà. Donc, alors ça, c'est d'où vient-il? On n'en sait pas grand-chose. Alors, son positionnement, donc, il assume en fait à la fois l'héritage des tsars et l'héritage de l'URSS. Et le patriarche Cyril Ier a dit, quand il a été élu, l'élection de Poutine est un miracle. Et concernant Staline, en fait, il revendique l'héritage de Staline, simplement il fait gommer les chiffres, quoi. Il ne veut pas qu'on dise que Staline a tué plus de gens qu'Adolf Hitler. Ça ferait mauvais genre, quoi. Mais il est beaucoup plus incohérent que ça. L'incohérence étant celle de tous les Russes. Mais par exemple, j'ai un témoignage sans ambiguïté que quand il a reçu le Premier ministre polonais, Donald Tusk, Tusk lui demande « Mais vous, monsieur Poutine, qu'est-ce que vous pensez de Staline ?» Il dit « Vous me demandez à moi, c'est un des plus grands criminels de l'histoire. » Or, ces déclarations, il les a faites à peu près une semaine après avoir inauguré la station de métro Staline à Moscou. Alors, c'est la difficulté de ce personnage qui est compliquée. Quant à la religion, il semble même maintenant qu'il en soit totalement infatué, puisqu'il s'est mis absolument, tel le pape, en position couchée devant la statue de Saint-Nicolas pour faire sa dévotion. Il a imposé les statues de la Vierge Noire dans tous les abris atomiques où il y avait le portrait de Lénine. Il y a quelque chose d'étonnant là-dedans aussi. Bon, donc c'est un homme qui tempête sous un crâne, comme pour beaucoup de Russes, c'est allé tellement vite. Mais on aurait tort de le prendre pour un pur dictateur. Il est plus compliqué que cela. Et il rend la fierté à son peuple. C'est un truc que les gens ici ont du mal à comprendre, parce que c'est pas parce que l'URSS est tombée que la Russie a disparu. Et la honte, si vous voulez, de ces 10 années de Yeltsin. Quand on avait là le
le vieil ours ivrogne que Ouais. 2 ou 3 tziganes agitaient Ouais. en tapant sur la calebasse. C'était quand même terrible pour les Russes qui se pensaient quand même pour un pays plus Et sérieux Alexandre, que cela. c'est vrai qu'au moment de la chute du communisme, Poutine s'est retrouvé chauffeur de taxi. Il a eu un passage à vide, mais très vite, le KGB, qui est toujours occupé de lui, lui a trouvé du travail. Ouais. Alors, il est rentré dans la honte. C'est justement, Ouais. lui, la honte, il l'a connue à Dresde, où il était officier des services secrets soviétiques en Allemagne. Et il a connu, au moment de la chute du mur, une manifestation spontanée d'Allemands sous les fenêtres du KGB local. Ouais. Et il est parti comme un malpropre. Il n'y avait pas de travail, en effet. Et puis, on lui en a trouvé un auprès de Sobchak, le maire libéral, d'ailleurs, De Saint-Pétersbourg. de Saint-Pétersbourg. Alors, est-ce que vous pensez que ce mec-là, il veut faire respecter son précaré, c'est-à-dire que la Russie soit respectée, que les Américains n'installent pas des bases de l'OTAN en Ukraine, ou est-ce que vous pensez que c'est un type qui veut agrandir son empire? C'est complètement différent. Grandir l'Empire, nous n'en sommes pas tout à fait là, il en est à le préserver. Maintenant, ce qu'on a dit dans la séquence qui est très intéressant, c'est le petit gars de Leningrad qui ne refuse pas la bagarre. Ouais. Il a dit d'ailleurs, quand il était jeune, il était haut comme 3 pommes, Ouais. et il acceptait de se battre avec des gens qui étaient plus gros que lui. Alors, Ouais. il leur arrachait les cheveux, il les mordait, mais il refusait d'arrêter la bagarre tant qu'il pouvait tenir. Ouais. Et c'est après qu'il a fait du judo. C'est pas un grand champion de judo, hein, c'est ces images grotesques là, qui lui plaisent tellement. Mais par contre, oui, la bagarre. Et il pense qu'il faut être courageux et il faut bien reconnaître aussi que Sochi, plus les manifestations du Maïdan, c'était un échec sans précédent, cinglant. Et c'est là qu'il a eu cette espèce de réflexe de survie, de dire ben c'est ça, j'accepte la bagarre. Alors vous, Guédré, vous êtes d'origine lituanienne. Oui. Vous en avez peur de Poutine en Lituanie? Non, mais en vrai, enfin, blague à part, c'est vrai que les gens craignent l'ours russe, comme on l'appelle, encore aujourd'hui, c'est vrai. Ils sont inquiets. Surtout aujourd'hui, en fait, Ouais. ces dernières années. Delphine? Bon, le problème, c'est pas d'avoir peur, c'est justement de ne pas avoir peur. Ouais. Donc de ne pas être sous la domination ou la fascination. Moi, ce qui me préoccupe en particulier, c'est les enjeux de politique énergétique européenne. La question du gaz russe est majeure, et donc la question de notre indépendance énergétique, et donc de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'il peut vendre son gaz à la Chine aussi facilement qu'il le vend à l'Europe occidentale, non? Mais oui, mais ça fait des années que ça dure. C'est pour ça que là, la propagande russe fait monter cet accord qui est un accord de routine. Les Chinois absorbent déjà depuis longtemps beaucoup d'hydrocarbures de Russie, et même le Japon. Mais bien entendu, ça a été montré pour dire nous n'avons pas besoin de vous. Et c'est un peu puéril parce que bien entendu, les Russes ont besoin de nous. Nous avons également besoin d'eux. Il faudrait que les bêtises arrêtent. Béatrice, alors il vous fait peur, Poutine, vous? Non, il ne me fait pas peur. Je pense que le fait de faire contrepoids entre les deux gros blocs qui sont la Chine et les États-Unis, moi, je peux que trouver ça bien, en fait. Ça permet d'avoir un monde multipolaire. Le fait qu'il n'aime pas les homosexuels, ça doit vous rassurer en même temps, non? Vous êtes très, très drôle. Ouais. Je peux dire que ça, oui, vraiment. Je pense qu'il y a plus de ministres homosexuels dans le gouvernement russe Qu'en qu'il y en a France. qu'en France. Ah oui. Et en réalité, c'est toute l'hypocrisie là aussi. C'est aussi une icône homosexuelle connue en Russie avec ses sorties. Quand il va chasser le tigre. Le tigre, le botox, ses promenades en Mongolie avec Albert de Monaco. Enfin, tout ça est assez bizarre. Il y a quelque chose d'étonnant. Maintenant, en ce qui concerne l'idée d'un monde multipolaire, je partage tout à fait les idées qui viennent d'être énoncées, à ceci près que, évidemment, la Russie, dont le PIB est inférieur aujourd'hui à celui du Brésil, ne peut pas jouer dans cette catégorie, malgré l'envie de Poutine d'être teigneux. Benji? Moi, par respect de l'histoire, je me méfie toujours des gens qui annexent d'autres pays et qu'on laisse faire. Voilà. Donc je me méfie beaucoup. Je comprends votre réaction, mais c'est quand même difficile pour des Russes de penser qu'en Crimée, ils ne sont pas chez eux. C'est pas comme s'ils avaient envahi la Géorgie, où là, nous allions vers un drame beaucoup plus grave qui a été évité de justesse. Crimée, l'Ukraine, l'identité ukrainienne elle-même est pétrie de culture russe. En même temps, le fait que Poutine refuse qu'il y ait des bases de l'OTAN en Ukraine, c'est pas très étonnant. C'est comme si Obama refusait qu'il y ait des bases russes au Canada ou au Mexique. Enfin, je vois Tout pas à en fait, quoi mais Thierry, c'est là où nous sommes nuls, c'est que la France et l'Allemagne ont mis leur veto à l'idée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est une idée polonaise et, pardonnez-moi, lituanienne.
La France et l'Allemagne avaient mis leur veto, mais au lieu de le dire publiquement et d'en faire un argument, ça a été dit comme ça à bas bruit à Bruxelles. Non seulement ça a été dit mezzo voce, oui, tout à mais fait. en plus de ça, Hollande a dit, mais oui, il faut qu'on aille à Kiev. Mais pas l'OTAN. Ça, il n'aurait jamais dit ça. Et justement, c'est ça qui a été trouvé. Il a dit non, pas d'OTAN, mais effectivement, les Ukrainiens ont besoin qu'on les aide et on va donc faire un programme d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne. Et ça, personnellement, je ne serais pas du tout contre si, dans le même temps, on avait proposé des choses raisonnables à la Russie. Et à partir du moment où on a humilié les Russes en leur disant « vous êtes des sauvages, on va vous laisser là », et les Ukrainiens sont des civilisés, eux ont droit à l'Europe, on a créé un mécanisme qu'on n'a plus pu enrayer, bien sûr. Bien. Alors, dernière question. Est-ce que Poutine peut être un allié de l'Occident contre l'islamisme? C'est ce qu'il dit, et c'est pas faux. Maintenant, il y a manière et manière. On a rappelé le bilan de la guerre en Tchétchénie, pas brillant. Si la lutte contre l'islamisme, c'est de torturer tous les musulmans dans les sous-sols, on n'a peut-être pas besoin d'alliés comme ça. Bien, pour conclure, alors, Delphine, vous pensez qu'on peut faire quelque chose avec Poutine ou que c'est notre ennemi? Je pense que la France et la Russie ne peuvent pas être ennemis. Après, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un dirigeant qui me fascine ni qui soit un modèle. Quel dirigeant vous fascine pour voir? Actuellement? Oui. Matteo Renzi. Très bien, il y en a un. Voilà, très bien. J'étais inquiet. C'est pas un leader démocratique. Pour moi, à mes yeux, Poutine ne peut pas être un modèle. Ouais. Voilà. Béatrice? Je ne parle pas de modèle. On n'est pas dans le manichéisme, c'est-à-dire c'est pas tout blanc, tout noir. Je pense que Poutine peut être en effet un allié, oui. Benji? Pas confiance du tout. Dans Poutine? Pas du tout. T'as pas confiance? Pas du tout. Il a un secret? Absolument. Alexandre, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Béatrice, merci d'avoir été avec nous. Et Eric Morena, bonsoir. Bonsoir. Donc en 1987, vous faites un carton avec cette chanson « Oh mon bateau ». Vous vendez 1 million de singles. Vous êtes nominé artiste de l'année aux Victoires de la musique. Comment en étiez-vous arrivé là? Comment avez-vous vécu ce succès? Comment s'est passée la suite? Bref, qu'êtes-vous devenu? Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour l'été de Gaspard. Gaspard. Toujours pas parti en vacances? Non. Non? Alors ça bosse, hein, ça bosse. Non, parce que vous, Delphine, que vous restiez à Paris, je comprends, avec la loi sur la transparence, j'ai eu accès à votre déclaration de patrimoine. Avec ce que vous avez déclaré, même à Paris-Plage, vous devez y aller les yeux baissés. Hein. Non, pardon, j'ai regardé, 16 000 € d'épargne, tu te rends compte? 16 000 boules. Tu es d'accord, Benji, 16 000 balles. Tu fais quoi avec ça? Le prix d'un pneu neige pour une Aston Martin, c'est ça? On met pas de pneu neige sur les Aston. Tu vois, lui, il sait. Tu vois. Peut-être Aston Martin, c'est vrai que c'est un terme un peu... C'est comme une Zoé, mais en voiture. C'est un truc... Non, j'ai regardé le déclaration, 16 000 € d'épargne, 100 000 € de meubles. Je pense que vous avez gonflé le tarif. Vous avez gonflé le tarif. Mais si, vous avez gonflé. Non, je veux dire, même un meuble Ikea, même des années 70, il prend pas de la valeur en 30 ans. D'ailleurs, je sais pas. Non, mais on vous a quand même bien accueilli. Enfin, à Canal, je pense qu'on vous a servi un truc à boire. On a une dignité ici. On a une dignité. Si ça se trouve, grâce à nous, c'est la première fois que vous goûtez de l'eau qui n'est pas du robinet. Non, mais on est d'accord. Au début, c'est bizarre. Hein, ça manque un peu de chlore. On s'y fait attention, on s'y fait très vite. Hein. C'est un engrenage. L'eau minérale, c'est un truc. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai bu de la Volvic, j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Ah ouais. Ouais. Puis après, évidemment, je me suis inscrit dans un club de minéralistes. C'est les amateurs d'eau minérale. On fait des dégustations à l'aveugle, on a visité des stations d'épuration, on a goûté différentes formes d'âge de calcaire. On a sucé des filtres Brita, c'était assez impressionnant. En tout cas, je suis désolé Thierry, hein, je viens comme ça, j'ai pas vraiment
Parce que j'attends les réponses pour mon job d'été. Ah oui. Ouais. Bah, c'est la meilleure période. Aujourd'hui, les jeunes sont plus susceptibles de se faire du fric pendant 2 mois de vacances que durant les 10 mois de labeur régulier. Hein. En fait, c'est ça l'inversion de la courbe du chômage, c'est ça. Mais c'est juste de juin à septembre, en fait. C'est comme ça. Parce que je cherche, hein, là, il y a un poste de chauffeur de salle qui va se libérer dans Touche pas à ma marche, attention à mon poste, enfin, turbo foot, je sais plus très bien. Parce qu'il y a des boulots en été. Hein. Il y a des boulots. Hein. Par exemple, le boulot de caniculariste. Aider les personnes âgées durant la canicule. Et il faut une formation d'infirmier et une attestation du cours Florent. L'un pour aider les personnes à s'hydrater, l'autre pour annoncer à la famille que le programme a échoué. Il y a aussi sauveteur Paris-Plage. C'est chouette ça, sauveteur Paris-Plage. Bon, le mec il a pas grand-chose à faire. C'est un mec qui trempe son pied dans la Seine, on sait qu'on l'a perdu. Hein. On n'a pas encore trouvé les médicaments. La Seine, c'est le Gange laïque. Donc Puis le sauveteur, toute la journée, il est là, hein, sur sa chaise de Roland-Garros. Là, il guette, il scrute. Hop, il voit le soleil. Allez, tout le monde aux abris. Tout le monde des lunettes de soleil sous les parasols. Alors même, on garde les bouches d'égout ouvertes pour pouvoir cacher les roues. Non mais c'est super important, hein, les roues. Et le soleil. Il y a aussi garde-côte à Lampedusa. Bah, c'est un mélange de job entre pêcheur, infirmier, traducteur linguiste et recruteur pour l'équipe de France. C'est... Bon. Bien sûr, un job d'été, ça se décroche pas comme ça, faut s'investir. Hein, faut une bonne lettre de motivation. Alors, exemple de bonne lettre, mon cousin qui veut postuler comme géo au Club Med. Alors, il faut savoir une chose, mon cousin, c'est moi, mais en pessimiste. Alors, je vais essayer de le lire comme lui le ferait. Je fais une sortie et retour personnage, tu vois, comme à la télé. Cousin. Ah. Putain, tu ressembles à Gaspard. L'acting. Ouais. Alors, Madame, Monsieur, votre offre de géo au Club Med a retenu mon attention, car elle concerne un domaine qui ne m'est pas du tout familier. Ce qui fut autrefois aussi le cas des femmes, mais maintenant, à bientôt 38 ans, j'ai compris comment ça fonctionne, puisque j'ose enfin pratiquer l'amour tarifé. Maître de conférence sur les arts premiers à la Sorbonne, en recherche de poste depuis 15 ans, avec quelques expériences professionnelles dans la restauration rapide et l'aide à domicile. 6 juin, le certificat de ma mère. Je me sens prêt à croquer la vie à pleines dents. Alors, vous aurez peut-être reconnu par cette introduction l'auteur d'un livre d'anthropologie sur l'histoire du dé à coudre auprès des tribus de l'altiplano bolivien. Thèse ayant fait grand bruit sur le campus de Nanterre et qu'on peut retrouver sur le site Le Toucan à 5 pattes. S'il vous plaît. Ayant décidé de mettre entre parenthèses mes activités de chercheur, je souhaite donner une nouvelle impulsion à ma carrière, faute de quoi la CAF pourrait saisir mon ordinateur portable ainsi que ma photo dédicacée de Grishka Bogdanov. Je dispose d'une paire de hanches à mobilité suffisante pour envisager des danses lascives, voire pornographiques. Le zouk ne me fait pas peur, tant que c'est avec une capote. En espérant que mon enthousiasme et mes besoins financiers urgents auront retenu votre attention, je vous prie de bien vouloir m'envoyer un mail de réponse entre 16h et 17h, heure où je me connecte dans mon cybercafé. Voilà. Merci. Ah, c'était Gaspard. Alors, voilà, donc j'espère qu'il va décrocher le truc, parce que je sens que ce coup-ci, il a changé. Hein. Avant, il était vraiment plus timoré, et là, je le sens qu'il... Il y a quelque chose. Quant à moi, ça va. Moi, il fait chaud à Mexico, il fait froid dans mon frigo, ma sœur suspecte des Esquimaux. C'est formidable ce qui se passe. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Vous retrouvez tout l'été et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Eric Morena, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Saint-Omer en 1951. Vos grands-parents tenaient le cinéma de la ville, ce qui vous a sans doute donné le goût du spectacle. Votre père était employé au Crédit du Nord
et votre mère démonstratrice, lauréale au printemps de Lille. Mais vous savez tout. Je sais tout. En 1970, vous entrez au grand séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux. Vous voulez vous engager chez les pères spiritains. Alors, la règle de vie chez les spiritains, c'est pauvreté, chasteté, humilité. Absolument. Pendant ces années-là, je n'ai absolument pas trahi la règle. Ouais. Je n'avais que des amours platoniques. Là, vous partez 2 ans en Centrafrique, et là, c'est la crise de foi. Oui. C'est-à-dire que vous vous dites, en fait, pourquoi imposerais-je ma religion à des Africains? Je souffre sous le poids du dogme de l'Église et de ces évêques qui viennent nous visiter dans la brousse, en Cadillac, avec leur soutane de soie. Enfin, j'ai les princes de l'Église, quoi. Ça ne correspond pas du tout à mon idée d'aider mon prochain. À ce moment-là, vous rentrez en France, vous installez à Paris au début des années 80, vous faites des petits boulots, gardien de nuit, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, parce qu'à l'époque, on trouvait des petits jobs facilement. Ouais, voilà. À l'époque, vous vivez avec une fille qui s'appelle Patricia. Vous irez jusqu'à vous marier civilement avec elle. Elle est folle de vous, Patricia, mais vous, les femmes... C'est difficile, voilà. Mon Mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu d'enfant. Ouais. Je pense que j'aurais quand même vécu mon homosexualité par la suite, mais j'aurais eu la chance d'avoir un enfant. Là, vous rencontrez Antoine. Alors, Antoine, il est barman dans un cabaret de travestis. On est loin du séminaire, là. Mais ce n'est qu'un changement de robe, vous savez. Oui, oui, c'est ça, oui. Là, vous vivez le grand amour avec Antoine, ça va durer 14 ans. Il faut dire qu'Antoine croit beaucoup en vous. Oui. Il vous pousse à prendre des cours de chant, il vous inscrit dans une association de chanteurs amateurs qui fournit les maisons de retraite. Oui. Et en 1986, il vous finance l'enregistrement d'une bande de démonstration, d'une maquette. Oui. J'avais quand même 36 ans et je me disais que ça allait être un peu... C'était tardif, quoi. Il fallait quand même que... Qu'allais-je faire? Il croyait beaucoup en vous, Antoine. Il croyait en moi. Il m'a dit, un jour, tu réussiras, tu seras chanteur. Alors, c'est en faisant votre tournée des maisons de disques avec votre cassette de démonstration que vous rencontrez le producteur Jean-Patrick Tesser, qui vous propose une chanson d'Alexandre Desplat. Voilà. C'est Alexandre Desplat qui est devenu aujourd'hui la star mondiale de la musique de film. Absolument. En fait, il a composé Au Mon Bateau. Oui, Voilà. absolument. Donc, Tesser vous fait entendre ça. Évidemment, c'est bien, c'est séduisant. Moi, je l'écoute et j'ai un recul quand même. Je me dis, c'est quand même ridicule cette chanson. Parce que moi, je travaillais la Tosca, tout ça. Je dis, c'est un peu bête quand même. Les crevettes me chantent au lait. Bah oui. Et puis en plus, le costume qu'il me fait porter, je dis, mais je vais complètement avoir. C'est Dario Moreno en pire. Hein. Une tante, quoi. Il faut dire les choses. Mais non, mais il faut dire les choses. Mais oui, il faut dire. Mais... Quand ma mère m'a vu, elle est tombée dans les pommes, il faut le voir quand même. Et Eric, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, en fait, c'est que vous êtes plutôt réservé à l'époque. Mais j'étais très timide à l'époque, tout à fait. Alors là, vous jouez le jeu à fond. Oui. Et d'ailleurs, le producteur Tesser finira par vous dire, là, t'en fais un peu trop quand même. Et là, cette chanson va connaître un succès fou, hein, et grâce au clip en grande partie. Hein. On regarde à quoi ça ressemble. Vers de fabuleux rivages où je serai bientôt roi, j'entends des rythmes sauvages. Les algues dansent autour de moi. Hop là, oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau. 1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, je la dédie à Delphine. Bah, bien entendu. Ah bah oui. Mais Ah bah Delphine, oui. chaque fois qu'elle est ici, on lui passe cette chanson. Elle adore cette chanson. Il y a 1 million d'exemplaires. Une nomination en Victoire de la musique dans la catégorie Artiste de l'année. Clip primé à Cannes par un lion d'argent. Et alors, le climax de toute cette histoire, c'est l'Olympia. J'ai 36 ans, 37 ans, donc je suis quand même la tête sur les épaules. Mais c'est quand même très difficile de se retrouver comme ça sous les feux de la rampe. Du jour au lendemain, je ne peux plus aller chercher ma baguette de pain quand même. Alors, à l'époque, Eric, vous menez la grande vie
avec tous les excès qui vont avec. Grand appartement, belle bagnole, et puis les garçons. Pas plus qu'avant, hein. Non. Évidemment, votre couple avec Antoine se disloque. Hélas, oui. Oui, mais c'est vrai. Oui, je suis absent. Je ne peux pas l'emmener partout avec moi parce que M. Tesser le refuse. Ouais. C'est parce que M. Tesser est quelqu'un de très dur, il faut le dire. Évidemment, il en prend ombrage, voilà. Ça le rend dépressif. Et il va à droite, à gauche. Et sur le plan discographique, à ce moment-là, vous sortez « Je suis le torero de l'amour » et Ramon et Pedro, voilà. qui sont faits par le même compositeur, Oui, des plats, mais oui. qui n'ont pas le même succès. C'est une question de magie, quoi. Il n'y a pas la magie du bateau, quoi. Voilà, c'est tout. On ne refait pas le bateau. Et là, vous tombez amoureux, Éric, de Denis, et Antoine sombre dans la dépression, il se met à boire, surtout il fait des excès sexuels, un peu dans tous les sens. Dans tous les sens, oui. Et vous apprenez bientôt qu'il est malade du sida. Je le vois, quoi. Ouais. Ça se voit, mais c'est d'une rapidité. Dans les années 90, c'est un garçon qui fait 1m90 et il pèse 40 kilos tout d'un coup, au bout de 6 mois. Hein. Voilà. Alors désormais, votre vie va se partager entre les soins que vous prodiguez à Antoine et vos galas de province, vos animations de boîte de nuit, parce que même si vous n'avez plus envie de chanter à ce moment-là, j'ai plus envie du tout. Il faut bien vivre, il faut bien faire tourner la voilà, baraque, je cachetonne, disons. Ouais. Bah, il faut avouer, quand on a son copain qui est en train de, excusez-moi de l'expression, crever, on n'a vraiment pas envie de faire la fête. Mais vous y allez quand même. Mais j'y vais, bien sûr. Prenez votre petit métro le matin. Et voilà. Alors, vos amis vous laissent tomber, ils disent il y a le sida chez Morena. Oui. Les gens sont très durs, sont très cruels. Hein. Ils ne font pas de cadeaux. Il n'y a pas de tolérance. Hein. Moi, je me souviens que j'avais l'habitude d'aller avec lui dans un bar et les serveuses prenaient un mouchoir pour prendre son verre et le jeter dans le... Il y avait un rejet des malades du sida. Voilà. Et là, alors, Éric, je ne sais pas dans quel état vous êtes à ce moment-là, mais vous décidez d'épouser Denis. Là, c'est bizarre quand même. Vous faites un faux mariage avec un faux curé. Je crois que c'est Brigitte Bardot qui vous marie. C'est très simple à expliquer. Il y a 3 députés socialistes, je crois, à l'époque, qui déposent le projet du Pax. Oui. Voilà, c'est là que Mme Boutin entre en guerre, d'ailleurs, avec la Bible dans la main. Enfin bref. Et les producteurs auxquels j'appartiens, à l'époque, parce que ce n'est plus Jean-Patrick Tesser, décident de faire, on n'appelait pas ça le buzz, ils voulaient faire un scandale. Oui, comme le Luron qui a épousé Coluche. Voilà, mais ils font ça en sérieux. Alors, avec un faux prêtre et un gros concert qui se termine à une fête, une grosse fête au cirque d'hiver le soir. Voilà. Et Brigitte Bardot est mon témoin, absolument. Voilà. Voilà, c'est très drôle. Comme une mascarade. C'est une mascarade, bien sûr. Alors, Antoine est très malade. Il voit ce mariage à la télé et il me dit « Oh, si ta maman voit ça... » À l'époque, il avait, on peut le dire, il avait le cerveau d'un bébé, quoi. Oui, tout à fait. Je l'avais fait hospitaliser chez moi, ce qu'on appelle l'HAD. Et c'est moi qui le soulevais du lit, qui lui faisais prendre le bain, qui lui mettait ses couches comme un bébé. Alors, Antoine finit par mourir, malheureusement. Quand vous entrez dans la chambre d'Antoine, mort, à l'hôpital Bichat, vous découvrez qu'il a un visage extrêmement serein. Oui, toute la souffrance est partie. Il est redevenu beau. Je dirais même qu'il est bronzé. Ouais. Cette sérénité, vous ne l'avez pas. Vous pensez à un moment vous retirer dans un monastère. Oui, parce que j'ai toujours eu cette idée, hein, dans le fond de moi-même, qu'un jour peut-être, je terminerai mes jours... Mais en fait, vous aimez trop chanter, quoi. Mais voilà, c'est ça, j'ai le virus du spectacle. Alors aujourd'hui, après toutes ces aventures, vous vous rapprochez de votre vieux rêve, en fait, devenir chanteur d'opéra. Disons que j'ai la chance d'avoir enregistré un disque dans lequel je reprends 2 airs d'opéra. Ben, ça s'appelle Sous le ciel étoilé. Voilà, il y a 2 reprises de Puccini. Voilà, il y a la Tosca et Turandot. Voilà. En fait, finalement, si on veut résumer toute l'histoire, le bateau, ça a été un accident, d'une certaine façon. Ça a été à la fois un cadeau pour vous, mais aussi un piège. Un petit cadeau empoisonné. C'est une étiquette. En France, on vous colle une étiquette. C'est le chanteur du bateau. Il fait du Dario Moreno. Il ne peut plus faire autre chose. Voilà. Et ça, c'est très difficile. Et en ce moment, j'ai refusé des émissions de variété parce qu'on veut me faire chanter le bateau et non écouter mon nouveau titre. Voilà. Alors, ça va vous faire chier ce que je vais vous demander, mais est-ce que vous pouvez juste me faire « Oh mon bateau » avec votre voix pour Delphine Bateau, pas pour moi. Ça ne va pas me faire chier du tout. Allez-y. Oh mon bateau. Bravo. Elle est ravie, je la connais, Delphine.
Elle est très contente. Voilà, c'était SLT, Summer 2014, votre talk de l'été, avec Béatrice Bourges, porte-parole du Printemps français, Delphine Bateau, députée PS des Deux-Sèvres. Merci. Guédré en tournante tout l'été, dans toute la France, une belle tournante. Benjamin Castaldi, Secret Story, tout l'été sur TF1. Et puis le site de remise en forme, dont je n'ai pas droit de dire le nom. Alexandre Adler, historien et spécialiste des relations internationales. Et Éric Morena. L'album s'appelle Sous le ciel étoilé. Merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là sur canalplus.fr avec en bonus le top des vannes, l'édito de Laco, les meilleures interviews formatées et Gaspard Proust. Bon Summer 2014. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.